le balado Le Planif. Voici Fabien Major. Aujourd'hui, au balado Le Planif, on va répondre à plusieurs questions qui touchent l'immobilier et l'hypothèque. Ah oui, quel dilemme en 2023, 2024, peut-être même 2025. Qu'est-ce qu'on prend comme taux? Pour combien de temps? Ah my God, il y a beaucoup de questions à ce sujet et on a deux experts. On a un courtier hypothécaire, Philippe Belland. Bonjour Philippe. Bonjour. On a aussi un confrère qui est gestionnaire en placement agréé et planificateur financier, Antoine Chombe. Bonjour Antoine. Bonjour Fabien. Et on en parle souvent, hein, les clients nous interpellent très souvent à propos d'hypothèques. Et qu'est-ce que tu entends régulièrement de ton côté, Antoine, comme question? Ça tourne autour de quoi? Écoute Fabien, les inquiétudes sont probantes, puis c'est clair que de façon générale, les Québécois sont inquiets par rapport au paiement, par rapport à leur situation financière. Je dirais, on va pouvoir aborder quelques statistiques au courant des prochaines minutes. Maintenant, au niveau des clients, les inquiétudes, de façon générale, c'est de revoir, disons, de façon proactive un peu leur budget, puis s'assurer qu'ils sont en mesure de pouvoir joindre les deux bouts, puis surtout de ne pas s'en aller dans une direction qu'ils ne voudraient pas prendre. Oui, en effet, et ça va jusqu'à, je pense, tenir les gens réveillés la nuit en se demandant s'ils ont les moyens de conserver leur maison. Philippe, raconte-nous un peu qu'est-ce qui t'a amené dans le courtage hypothécaire. Ben, c'est après des études en économie et en finance. Dans le fond, j'ai commencé en gestion de portefeuille et en services financiers, je dirais totalement. Puis après ça, ben, pour diversifier mon offre de services, j'ai rajouté le courtage hypothécaire en 2006. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ben, c'est beaucoup plus fun de faire de l'hypothèque que n'importe quoi d'autre. Fait que c'est là-dedans que je me suis spécialisé en amenant surtout, là, dans le fond, une approche, je dirais, plus scientifique à l'hypothèque, plus mathématique, si on veut. Ah oui, il y a moyen de justement faire des mathématiques de ce côté-là et d'être un peu plus précis dans les évaluations. Tout à fait, parce que dans le fond, ça s'apparente un petit peu au titre à revenu fixe, si on veut, quand on fait de la gestion de portefeuille. Donc, essentiellement, c'est l'envers de la médaille. Donc, à ce moment-là, au lieu d'y aller avec le pifomètre, comme beaucoup font, ben, on a décidé de se spécialiser, dans le fond, dans des calculs précis, des scénarios prévisionnels. Et dans le fond, on utilise les connaissances de finance pour les appliquer directement à l'hypothèque. D'accord. Mentionnons que tu es courtier hypothécaire de Belland Naboulsi, une équipe partenaire du consortium hypothécaire. On va du côté d'Antoine maintenant. Antoine, dans le contexte actuel, c'est quoi la question qu'on doit se poser? La question qui tue, comme on dit, est la question suivante. Qu'est-ce qu'on doit faire en date d'aujourd'hui avec son hypothèque? Comme je mentionnais un peu plus tôt, au niveau des statistiques, c'est 50% des hypothèques qui seront renouvelées au taux actuel d'ici la fin 2023, 66% d'ici la fin 2024. Puis vers 2025, en tirant vers 2026, on va avoir probablement 100% des ménages qui auront refinancé, heureusement ou malheureusement, avec les taux actuels. Donc, ce que je peux vous dire clairement, c'est prenons un état des lieux, puis il semblerait que les Québécois doivent définitivement revoir leur budget. Puis par la suite, c'est de s'adresser avec son planificateur financier ou son courtier hypothécaire pour être proactif. On a parlé d'une bombe hypothécaire. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec la bombe hypothécaire. J'irais plutôt avec un environnement où est-ce que on regarde les opportunités, puis par la suite, on s'ajuste, puis on prend justement, on prend les rênes du traîneau au lieu de plutôt être à la merci de ce qui se passe. D'accord. Il y a eu un invité récemment qui a été des nôtres au balado Le Planif qui a mentionné qu'il n'y a pas beaucoup d'inquiétude pour l'économie en général, puisque statistiquement, il y a quand même une majorité de maisons qui ne sont pas hypothécaires. C'est exact, Philippe? Oui, tout à fait. Donc, il y a à peu près 40 au Canada, si on mettons des statistiques pan-canadiennes, à peu près 40 des maisons qui n'ont pas d'hypothèque. Et dans le pourcentage restant, on parle souvent, bon, les taux variables qui ont augmenté, qui font augmenter les paiements, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la très, très grande majorité des prêts sont soit à taux fixe ou sur ce qu'on appelle du variable à paiement fixe. Donc, dans les banques traditionnelles qui contrôlent à peu près 90 du marché hypothécaire, il n'y a que la Scotia et la Nationale qui ont du variable à paiement variable. Donc, bien que les taux d'intérêt
d'intérêt a augmenté fortement. Pour plusieurs emprunteurs, ça veut dire que le budget restait le même. Puis c'est au moment du renouvellement que les ajustements vont se faire. Donc, en espérant que les taux n'aient pas trop augmenté d'ici le Ouais. renouvellement. Ben, justement, on va parler d'une situation qui a été exposée récemment par le Globe and Mail. Si on a, par exemple, une banque qui a, je sais pas, le quart de son portefeuille hypothécaire qui se trouve dans une situation où le montant à renouveler est supérieur aux hypothèques souscrites, qu'est-ce qui peut se passer dans des circonstances comme ça? Bien, chaque banque a ce qu'on appelle en anglais, on appelle ça le trigger point. Donc, essentiellement, c'est que même si le contrat prévoit que le versement est supposé rester stable, bien, il y a toujours un point où, justement, la garantie hypothécaire est atteinte et là, la banque peut exiger une augmentation de paiement. Cela dit, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les banques ne veulent pas devenir des gestionnaires immobiliers. Donc, essentiellement, pour tout ce qui est préassuré SCHL, il y a déjà, je dirais, des interventions normées. Maintenant, pour ce qui est des prêts non SCHL, la banque va toujours travailler avec le client, donc pour que le client puisse garder sa propriété ou du moins la vendre de façon ordonnée. La dernière chose que la banque veut, c'est procéder à des saisies massives, puis après ça, avoir à gérer ces immeubles en les liquidant. C'est pour ça que ce qui est super important, c'est que s'il y a quelques difficultés financières que ce soit, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Donc, il faut vraiment contacter son banquier pour voir, bien, voici, est-ce que je peux réduire mes paiements? Est-ce que je peux les échelonner? Est-ce que je peux consolider d'autres dettes? Il y a plusieurs solutions qui sont disponibles, mais il faut être proactif pour démontrer au banquier qu'on veut régler la situation. Antoine, on peut en discuter avec toi maintenant. La situation qui peut-être nous part au bout du nez et qu'on craint, c'est qu'au renouvellement, le montant est plus élevé que ce qu'on a souscrit comme hypothèque et la valeur de la propriété a diminué en raison d'un ralentissement généralisé du monde immobilier. Qu'est-ce qui peut en résulter comme situation et quelles sont les solutions possibles? C'est sûr que lorsqu'on regarde le portrait actuel, ce qui supporte en fait les valeurs au niveau immobilier, c'est qu'il y a très peu d'offres sur le marché. Donc, quand on regarde le marché de l'immobilier comme la majorité des marchés, nécessairement, c'est une question d'offre et de demande. Donc, présentement, contrairement par exemple pendant la période de la COVID, on était dans un endroit où est-ce qu'il y avait énormément de demandes et très peu d'offres. Maintenant, on commence tranquillement à retrouver un peu plus un équilibre. Par contre, chaque fois qu'il y a un produit de qualité, les gens continuent de se jeter sur le dit produit. Ce qu'il faut savoir, puis je communique souvent avec des courtiers immobiliers, il y a certains courtiers immobiliers en date d'aujourd'hui, en date d'octobre 2023, qui continuent de vendre en offres multiples au-dessus du prix demandé. Donc, ça arrive encore en date d'aujourd'hui. Par contre, c'est clair que la tangente et l'environnement fait en sorte que l'offre continue d'être relativement stable. Par contre, la demande commence à disons, ramollir un peu comme on dit dans les termes financiers. Et donc, on pourrait voir potentiellement vers 2024, vers 2025, des vendeurs de plus en plus motivés. Donc, OK. pour reprendre un peu ce qu'on disait, quand on est dans un environnement où est-ce qu'on a de la difficulté à aborder justement ces paiements, il faut définitivement revoir son budget. Donc ça c'est la première chose. Il faut contacter les professionnels autour de soi pour pouvoir s'assurer qu'on est dans une bonne position. Puis par la suite, ben, c'est de voir est-ce qu'il n'y a pas moyen de prendre des décisions proactives, comme par exemple peut-être se délester d'un véhicule, peut-être reporter des rénovations, reporter des voyages, etc. Puis je dirais que la solution par la suite, ce serait peut-être de regarder de façon pragmatique si malheureusement il n'y a pas moyen de trouver une propriété qui pourrait s'adresser à la famille avec peut-être un peu moins de luxe. Par contre, présentement, je pense qu'on n'est pas encore rendu là. Et puis, c'est clair, net et précis que lorsqu'on regarde le portrait général, soyons proactifs, soyons pragmatiques, puis on n'est pas encore au taux actuel pour la majorité des ménages, donc profitez-en, puis il faut pas tarder.
D'accord. Je lance la balle à Philippe maintenant avec le même sujet. On se retrouve dans une situation où la propriété a peut-être baissé un peu de valeur, même si ce n'est pas une catastrophe, mais notre ratio peut-être qu'il ne tient plus. Et si on avait comme mise de fonds 20 il y a eu les taux d'intérêt qui se sont ajoutés au capital puisqu'ils ont tellement monté que la portion de versement d'intérêt qu'on n'a pas pu faire, c'est ajouter au solde de l'hypothèque. On est en renouvellement. Là, on n'a plus ce gap, cet espace de 20 de mise de fonds. Est-ce que la banque, à ce moment-là, va nous refiler, va nous tasser vers la SCHL? Non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas assurer un prêt, dans le fond, qui a déjà été déboursé. Donc distinguons la situation où j'ai commencé avec un prêt sur SCHL, donc j'ai amorti sur un maximum de 25 ans. Quand j'arrive à l'échéance, il y a comme un effet, je dirais, de double impact, si on veut. C'est que, premièrement, mon solde n'a pas réduit comme il aurait dû réduire, donc je me trouve à renouveler un montant plus élevé, mais aussi que mon amortissement a baissé à 20 ans. Donc, à ce moment-là, c'est que comme j'avais un 25 ans initial, 5 ans ont passé, si c'est un terme de 5 ans, j'arrive, j'ai juste 20 ans pour payer le même montant que j'aurais dû payer sur 25 ans, avec des taux plus élevés. Fait que c'est dans cette situation-là qu'on va voir, dans le fond, les augmentations de paiement les plus importantes. Cela dit, ça devrait se situer quelque part fin 2025, début 2026, parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que les gens qui renouvellent présentement ont, dans le fond, typiquement, c'était du 2018, donc qui ont acheté avec des prix pré-pandémie. Donc, à ce moment-là, des prix plus raisonnables. Et en 2018, on avait des taux de 3,29, 3,59, 3,79. Donc, les gens qui renouvellent cette année ne sont pas dans une situation catastrophique à cause de ces deux éléments-là. Par contre, la personne qui a acheté avec un taux, disons, de 1,5 ou 1,7 fixe 5 ans en décembre 2020, avec une hypothèque de 800 000 qui aurait peut-être été 500 000 2 ans avant, mais cette personne-là, rendue en 2025, c'est là que le bas va blesser, si on veut, parce que cette personne-là va se faire frapper de tous les côtés. Si on est en situation où on avait mis 20 de mise de fonds initialement, là, à ce moment-là, on pourrait à la limite réamortir sur 30 ans pour diminuer justement le paiement si les taux sont toujours élevés. Puis ça, il y a beaucoup, je dirais, de gens qui parlent peut-être que le bureau du surintendant des institutions financières qu'on appelle le BCIF pourrait permettre peut-être de réamortissement sur du 35-40 ans comme on avait avant 2012, alors que ces taux-là existaient. Peter Rutledge, qui est le président du BCIF, a clairement indiqué que ce n'était pas dans les cartons pour l'instant. Donc, c'est sûr que je ne me fierais pas, un petit peu comme Antoine disait, je ne me fierais pas sur un ajustement réglementaire pour régler le problème. Je serais proactif aujourd'hui. Puis, comme on le verra, il y a différentes façons d'être proactif intelligemment là, par rapport à la situation. D'accord. Et dans le contexte actuel, quel terme on devrait privilégier? Là? Quelqu'un qui a un renouvellement maintenant ou encore qui achète une nouvelle propriété? Est-ce que c'est le variable, le fixe 1 an, 3 ans, 4, 5 ans? Il y a des solutions qu'on entend dans le public qui semblent faire consensus. Mais de ce côté-là, c'est peut-être pas tout à fait optimal. On en pense quoi, Philippe? Bien, justement, c'est qu'il faut faire très attention parce que l'hypothèque, comme n'importe quel autre sujet financier, a beaucoup de beaux-frères spécialistes et de chroniqueurs aussi qui, dans le fond, je dirais, qui ne connaissent pas nécessairement les spécificités. C'est sûr que la première des choses, c'est les contraintes. En ce sens que si je suis actuellement un propriétaire, je renouvelle, mais que je pense vendre ma propriété à court terme, c'est ce fait-là qui devrait dicter mon terme hypothécaire pour éviter une grosse pénalité. De la même façon, c'est que ce qu'il faut comprendre, quand on achète une propriété, on est soumis à des ratios d'endettement qui sont calculés en fonction de ce qu'on appelle le stress test. Donc, essentiellement, on ajoute pour fin de calcul 2 de plus que le taux actuel. Donc, si j'ai beau vouloir du 1 an, par exemple, le 1 an présentement coûte 1,5 % plus cher que le 5 ans. Donc, à ce moment-là, est-ce que je vais me classer avec un taux beaucoup plus élevé? Peut-être que non, peut-être que je devrais nécessairement prendre du 4 ans ou du 5 ans. Cela dit, quand on choisit un terme, là, que ce soit du variable, du fixe court terme, du fixe long terme, on fait une hypothèse implicite. Donc, si aujourd'hui je choisis le variable, c'est que implicitement, je m'attends à ce que les taux d'intérêt baissent rapidement, sans quoi mon variable continue à augmenter. Même chose pour le 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, j'espère qu'à mon renouvellement, les taux seront plus faibles qu'aujourd'hui, ce qui sous-entend que l'inflation va être matée d'ici là.
Si je prends du 4 ans ou du 5 ans fixe, là, j'ai deux risques. J'ai un premier risque qui est d'avoir, mettons, un taux à 6 quand tout le monde est rendu à 4 parce que les taux ont baissé. Mais j'ai aussi, selon l'institution financière, un risque de pénalité hyper importante. Donc, si je suis en 5 ans fixe avec une banque traditionnelle, que les taux d'intérêt baissent, je pourrais me ramasser avec une pénalité qui est l'équivalent peut-être de 5, 6, 7, 8 du montant hypothécaire si j'ai à briser l'hypothèque. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pas des joyeuses nouvelles. Mais je t'amène sur le terrain du 2 ans. C'est quelque chose qui semble intéressant dans le contexte parce que si on regarde dans l'avenir, oui, un ralentissement économique qui commence à se manifester, la possibilité que les taux baissent d'ici 2 ans semble très importante. Mais pourtant, c'est un produit qui semble être disparu du marché ou encore moins commun. Ben, il y a une notion de tarification là-dedans parce que, dans le fond, c'est que le coût des fonds pour les banques sur 2 ans a explosé parce que les taux 2 ans sont basés sur les obligations du Canada, 2 ans qui sont elles-mêmes basées beaucoup plus reliées à la Banque du Canada, au taux directeur de la Banque du Canada que les taux 5 ans. Fait qu'il y a une notion de coût des fonds importante là-dedans aussi. Mais au-delà de ça, dans le fond, moi, c'est un terme que j'utilise avec beaucoup de parcimonie parce que bien oui, il y a un ralentissement économique, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que la Banque du Canada n'a qu'un seul mandat, qui est le contrôle des prix. Donc, dans les scénarios disponibles, il y a le scénario de la stagflation. Donc, ça, pour les non-initiés, ça veut dire que oui, l'économie ralentit, mais les prix restent hauts. Donc, qu'est-ce qui pourrait créer ça? Ben, entre autres, un conflit au Moyen-Orient où le prix du pétrole s'envole. Le pétrole, dans le fond, comme la plupart des biens sont transportés d'une façon ou d'une autre, mais le pétrole finit par... les hausses du prix du pétrole finissent par, dans le fond, venir créer de l'inflation dans tous les autres secteurs. Il y a des scénarios qui existent où dans 2 ans, les taux sont aussi hauts que maintenant. C'est pour ça qu'il existe certaines situations qui, présentement, me semblent optimales. C'est-à-dire qu'on va regarder plutôt peut-être vers un 5 ans fixe qui est renouvelable en cours de terme à taux pondéré faible et pour lequel on a une pénalité potentielle de 3 mois d'intérêt. Donc, à ce moment-là, ce genre de produit-là vient un petit peu dominer les autres stratégies, en ce sens que j'ai un taux qui est plus faible aujourd'hui, mais je me protège aussi pour le scénario inflation long terme, mais tout en me gardant une porte ouverte au cas où les taux d'intérêt baissent. Très, très, très bonne suggestion. Antoine, pour les chanceux qui ont un faible taux fixe, il y a certains chroniqueurs qui suggèrent de faire des versements hypothécaires anticipés. Est-ce que c'est une bonne proposition? Je dirais la réponse est ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend effectivement du taux actuel. Une des pistes de solution que je peux donner aux auditeurs est la suivante. S'ils ont des liquidités qu'ils aimeraient potentiellement déposer sur leur hypothèque alors que leur taux hypothécaire présentement est fixe et faible, ça pourrait être plus intéressant en fait de déposer l'argent dans son CELI, dans un compte d'épargne à intérêt élevé comme ce qu'on peut retrouver chez certaines firmes. Et puis, dans ce contexte-là, en fait, on est capable d'aller chercher des taux autour de 5%. Et puis, au moment du renouvellement, là, on peut venir déposer un montant. Un autre élément qu'il faut faire attention également, chaque année, les banques, selon le type d'institution financière ou le type de prêt, ont un maximum où est-ce qu'on peut venir déposer. Donc, des fois, on parle de, Philippe, tu me corrigeras, mais on parle de 15 à 20% peut-être du montant initial de l'hypothèque. Donc, il faut faire attention, en fait, si on fait des dépôts supplémentaires, de ne pas dépasser ça. Et puis après ça, je vous dirais, c'est une question vraiment mathématique. Ou est-ce que si votre taux est à 2,5%, vous pouvez faire 5 dans votre CELI, ce serait assez judicieux, en fait, de plutôt aller dans cette direction-là et puis à la fin, comme je mentionnais, faire un dépôt unique sur son hypothèque. Et justement, tu faisais référence à Philippe avec des gens qui vont verser des remboursements anticipés qui dépassent la norme, soit 15 ou 20 selon son contrat hypothécaire. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là quand on dépose des sommes supérieures, Philippe? Il y a une pénalité de remboursement anticipé qui s'applique à l'excédent. Donc, supposons que j'ai le droit à 15 j'en verse 17, mais le 2 supplémentaire sera pénalisable. La beauté, je dirais, je dirais le moindre mal présentement, c'est que comme les taux d'intérêt ont tellement monté, bon, on a systématiquement des pénalités de 3 mois d'intérêt. Donc, c'est moins pire que dans d'autres scénarios, mais ça demeure
justement, comme Antoine le disait, c'est clairement pas la situation optimale à faire. L'exercice que je recommande aux gens de faire, c'est de voir si les taux restaient aujourd'hui, supposons qu'il reste 2 ans avant votre échéance, on pourrait calculer votre mensualité de renouvellement au taux actuel. Donc, supposons que ça représente, je sais pas moi, 300 par mois, on pourrait commencer tout de suite, justement, à s'habituer à payer ce 300 par mois-là, mais le faire sous forme d'épargne. Donc, déjà, on se bâtit un coussin de sécurité. Et comme Antoine le disait, au renouvellement, si les taux sont toujours hauts, on prend le capital accumulé, on réduit. C'est la bonne façon de le faire. Et ça nous permet une approche plus graduelle que de dire, voici, pour l'instant, tout va bien. Et dans 2 ans, dans 3 ans, j'ai 3, 4, 5, 600 de plus à sortir par mois d'un coup. Messieurs, en terminant, je vais vous entendre sur la possibilité qu'on a soulevée en début d'entretien sur la façon de gérer activement l'hypothèque, un peu comme on gérait des placements, Antoine. Puis j'ai hâte d'entendre Philippe par rapport à ça. Maintenant, ce que je peux dire de façon concrète aux auditeurs, c'est que quand on regarde une situation financière, il faut pas être passif. Donc, c'est vraiment d'adopter cette approche où est-ce qu'on regarde sa situation, on est pragmatique, on avance dans une direction qui est celle des taux élevés. Ce qui est favorable, en fait, pour les investisseurs, mais ce qui est défavorable pour les emprunteurs, malheureusement. Et puis, ce que je peux mentionner par la suite, c'est de revenir à la base, c'est le budget. Et puis, ensuite, une fois qu'on regarde son budget, c'est une question de revenus et de dépenses. Donc, si on a fait le tour de toutes les dépenses et on n'est pas en mesure de pouvoir boucler son budget, la recommandation que je trouve intéressante, en fait, c'est de regarder est-ce qu'il n'y a pas moyen d'augmenter ses revenus. Grâce à la technologie en date d'aujourd'hui, on peut, à travers, par exemple, Internet, aller remplir toutes sortes de fonctions qui peuvent nous donner quand même quelques dollars de plus. Puis, ce que je mentionne des fois à des gens, c'est que si on est en mesure d'aller chercher quelques dizaines ou quelques centaines de dollars de plus par semaine, ça peut faire en sorte qu'on est en mesure de boucler son budget au final. Donc, je dirais, en terminant, ce serait ça mon mot. Revenus, dépenses, budget, puis soyons pragmatiques avec notre approche. D'accord. Philippe, au début, tu as mentionné d'une approche mathématique pour traiter l'hypothèque et aussi concevoir son portefeuille d'emprunt. Allons-y dans le plus concret. Comment on fait ça? Dans le fond, tout dépend premièrement, de quel produit hypothécaire on a choisi, parce que certains produits vont nous permettre plus de flexibilité que d'autres. Mais essentiellement, nous, on utilise une technologie qui s'appelle Refi-Intel, donc refiintel.ca, qui nous permet à tous les jours de calculer la pénalité pour tous les dossiers qui sont dans la base de données et la comparer avec tous les scénarios disponibles. Donc, dès qu'il y a une possibilité d'économie, le système nous avise, puis à ce moment-là, on peut communiquer avec le client pour dire, voici, disons, tu avais un taux de 5,84, donc il existe du 4,5 disponible, ta pénalité, c'est 4 000, tu sauves 22 000 d'intérêt, donc ça vaut la peine, allons-y. Puis voici ce que ça prend comme document pour y arriver, ainsi de suite. Donc, essentiellement, on fait pour l'ensemble des clients, on fait une vigie de conditions tant si longtemps qu'on est dans le terme hypothécaire. Donc, à ce moment-là, ça ne devient plus une question de est-ce que je m'engage, disons, pour 5 ans, pour 3 ans, ou peu importe. C'est d'obtenir non seulement le taux le plus bas aujourd'hui, mais idéalement le taux le plus bas sur la durée de l'hypothèque. Ça prend un petit peu plus de je dirais, que d'opter, dans le fond, pour un an systématiquement ou du 5 ans ou du variable.